Bienvenue sur la chaîne des non-dits à propos de l'e-santé, l'électronique santé. Il aurait fallu faire une seule vidéo sur le sujet, mais ça n'est pas possible. Il faudra certainement une deuxième, voire une troisième vidéo, car il s'agit d'une évolution depuis les années 80 jusqu'en 2025, ce qui fait quand même pas mal de temps. Et donc là, il s'agit d'expliquer et d'avoir un esprit critique, c'est-à-dire aussi bien sur le positif, mais aussi sur le négatif. C'est un non-dit et nous le verrons dans cette première vidéo au sujet du dossier personnel informatique. Alors le dossier personnel informatique, il faut revenir aux années 70, période où je me suis installé, où nous avions des dossiers papier. Alors je ne vous le dis pas, ces dossiers qui comprenaient tous les examens complémentaires bien sûr, les comptes rendus de spécialistes et la propre observation du médecin au jour le jour des consultations. Si bien qu'on arrivait à un stock, une armoirie. Du reste, quand la secrétaire rangeait les dossiers, elle se cassait les ongles parce qu'il fallait bourrer, étant donné que la clientèle devenait plus importante. Alors il est évident que le santé a remplacé et a facilité, parce que plus ergonomique que la manipulation de dossiers papier. Alors nous travaillons avec des logiciels, des applications. Il y en a peut-être 2 dizaines grosso modo, parmi lesquels nous choisissons le plus ergonomique. Aussi, bien entendu, intervient le coût de location éventuellement, voire d'achat aussi, et surtout de l'efficience dans le travail. Alors, bien entendu, tout est classé dans chaque dossier. Les antécédents personnels, bien sûr les antécédents familiaux, personnels, chirurgicaux, médicaux, les accouchements pour les femmes. Se trouvent aussi rangées lettres des spécialistes, les comptes rendus radiographiques, radiologiques, d'imagerie, plus général, les comptes rendus biologiques, tous les examens complémentaires que l'on peut retrouver et qui sont classés dans certains endroits du logiciel et que nous allons rechercher au fur et à mesure lorsque le malade revient consulter pour ouvrir et se rappeler ce qu'a dit le cardiologue, ce qu'a dit le rhumatologue, le gastroentérologue, etc. Donc tout ça c'est classé. Ensuite, sur le côté gauche, très souvent, dans certains logiciels, on a une sorte de résumé des antécédents importants, notion de cancer, de maladie cardiovasculaire. Nous avons aussi les derniers repères de consultation, le poids, la tension, noté avec la date, par exemple, et d'autres, il existe un rein fragile, tout de suite, nous avons un marqueur qui nous dit attention, voilà où en est ce patient, puis nous avons le traitement de fond qui se trouve aussi sur le côté. Voilà, le dernier traitement de fond. Donc c'est important au premier coup d'œil. Imaginez, moi qui suis remplaçant, j'ai remplacé une douzaine de médecins dans l'ouest de la France, et à chaque fois, les applications étaient différentes. Il y avait toujours une adaptation, et ça demandait certainement quelques heures d'adaptation déjà. Alors tout est classé, tout est consultable, et d'autre part, maintenant, le dossier est aussi consultable directement au sein du cabinet, puisque je suis dans une maison de santé pluridisciplinaire, par les différents intervenants, soignants, le kiné, l'infirmière bien sûr, tous les rééducateurs, orthophonistes, etc. Ils peuvent consulter le dossier parce qu'ils ont une habilitation. Ils ne peuvent pas consulter ce qui ne les concerne pas, a priori. Et il faut toujours que le malade soit informé de cette consultation et de cet accès au dossier. Je ne parle pas du dossier médical partagé, je parle du dossier personnel informatique qui remplace le dossier du médecin au cabinet. Le reste, on le verra un petit peu plus tard. Donc vous imaginez que du point de vue efficacité, au point de vue temps de travail, a priori, il peut y avoir un gain de temps, puisque
il est facile de réaccéder au dossier dans ces différents domaines pour chaque patient. D'autre part, ça permet aussi, ces logiciels, d'être en contact direct avec amélie.fr, vous savez bien, pour l'envoi notamment des feuilles de maladie ou des arrêts de travail. Voilà. La numérisation est un net progrès puisqu'on travaille quasiment, si j'ose dire, avec les caisses en temps réel. Là, je viendrai plutôt sur l'esprit critique négatif. Lorsque j'ai le regard sur l'ordinateur, voire sur le clavier, et nous ne sommes pas des dactylos, on met plus de temps que dactylo, enfin en ce qui me concerne, pour taper, faire attention, recorriger, le doigt ripé, etc. Pendant ce temps-là, le regard est fixé sur l'ordinateur. Et j'entends des malades dire « Oui, mais docteur, vous êtes plus préoccupé par l'ordinateur que par ma santé. » Ceci avec des malades avec lesquels on est très à l'aise et qui se permettent d'aborder le sujet, ce qui est très bien d'ailleurs. Alors, je dirais que le regard, c'est si important, le regard d'un patient. Vous avez le regard du patient vers son médecin, regard interrogatif. Un regard qui peut être inquiet, anxieux. Un regard qui peut être triste. Un regard fait de doute ou d'incrédulité sur ce que le médecin peut dire. Il peut être confiant, mais il peut être aussi méfiant. Le patient peut se sentir coupable dans son regard. On peut aussi y déterminer la motivation, le silence qui accompagne un regard. Mais il y a aussi le regard du médecin perçu par le patient. Sauf si le regard est tourné vers l'ordinateur, plombé par l'ordinateur. Le regard du médecin peut être interrogatif, le malade peut le ressentir, aller au-devant de cette interrogation. Le regard peut être compassionnel, voire empathique. Il peut être aussi douteux, surpris. Pourquoi pas, comme le patient. Ça peut être aussi un regard d'acquiescement, tout à fait d'accord avec ce que dit le patient. Un regard d'engagement aussi, de motivation pour le patient. Ou au contraire, peut-être un regard désapprobateur. Donc vous voyez tout ce qu'apporte le regard à côté duquel peut passer le médecin. Il y a aussi quelquefois la petite larme à côté de laquelle on va passer, préoccupé par l'ordinateur et les fautes de frappe. Il peut y avoir la position du corps, plus ou moins avachi à un moment donné de la consultation, ou au contraire le patient qui se redresse. Et ceci a une signification. Les contractions des muscles du visage, l'expression du visage, le front plissé, le sourcillement en somme. Alors, il y a l'intonation aussi de la voix, à côté desquelles on peut passer, trop préoccupé par l'ordinateur, bien entendu. La gorge serrée du patient. On peut passer à côté. Et là se trouve souvent, je ne dirais pas la clé du diagnostic, mais quelquefois, ce regard peut entraîner un approfondissement de la part du médecin par d'autres questions venant ici contribuer au diagnostic, voire à la suite de l'examen physique et éventuellement d'examens complémentaires et sur la prise en charge. Un malade très anxieux, que l'on sent très anxieux dans le regard, dans l'expression, va demander beaucoup de disponibilité pour qu'on aille le rassurer, quelque part, sur le diagnostic et sa prise en charge. Bravo, le logiciel. Bravo. Non, je plaisante, bien entendu.
la numérisation n'arrêtant pas de progresser, nos logiciels, pour certains logiciels, mais particulièrement dans la maison pluridisciplinaire où je travaille, l'application, il y a intégré dans l'application un assistant vocal. C'est-à-dire que je ne serai plus esclave de mon ordinateur, de mon clavier, et mon regard sera accessible au patient, et je pourrai observer le regard de mon patient et son attitude. C'est-à-dire que je préviens mon patient que la consultation, au lieu d'être prise manuellement, va être prise en dictée et va s'inscrire dans le logiciel, quitte à moi après à rectifier, parce que quelquefois on déborde, il peut y avoir une plaisanterie, on peut parler peut-être d'un souvenir commun, etc., qui n'a rien à voir avec la consultation, mais c'est tout à fait à corriger. D'autre part, je peux dicter mes courriers. J'écris à un de mes spécialistes en lui disant pourquoi je lui adresse ce malade. Le système prévoit déjà de mettre l'identité du patient, son âge, etc., et les comptes rendus de la dernière consultation, etc. Et moi, je rajoute ce qui convient et le but de la consultation au spécialiste, ce que je recherche et pourquoi je l'adresse. Et ceci, ce qui est intéressant, c'est que je peux directement l'envoyer puisque j'ai les références du médecin sur le plan de son adresse mail, bien sûr, tout ceci bien sûr sur des réseaux qui sont sécurisés, vous le savez bien, tout est sécurisé, y compris les logiciels que nous avons, tout est sécurisé. Ça c'est obligatoire, la loi l'oblige et il y a des possibilités de contrôle. Donc vous voyez l'intérêt de cette numérisation qui va me libérer quelque part au sein de ma consultation et me permet d'accéder davantage à mon patient. Mais là encore, si c'est pour voir davantage de patients, ça n'est plus du temps mis à disposition du patient puisqu'il faut encore partager le gâteau, le temps pour chaque patient. Voilà. Donc c'est très très difficile, si vous voulez, de dire, bon, le santé, c'est magnifique, tout est bien, tout est parfait. Voilà. Il existe une forme avec la numérisation, et nous le verrons avec l'intelligence artificielle dans une autre vidéo, c'est une sorte de déshumanisation. Je dirais même, voyez-vous, il existe dans les cabinets médicaux maintenant des infirmières de pratique avancée. Ce sont des infirmières qui ont plusieurs années d'expérience, que ce soit hospitalier ou en libéral, et qui ont fait une formation pour travailler avec les médecins. Chacun ayant un rôle, et l'infirmière, par exemple, va recevoir le patient, va faire son premier interrogatoire, va prendre les premières constantes, le poids, la tension, etc., et va soumettre après, dans un deuxième temps, au médecin, quitte à discuter avec le médecin, sur la conversation, sur les quelques examens qu'elle a fait, discuter avec le médecin et faire le point avec ce patient. Oui, mais tout ce temps que le médecin n'a pas, lui, directement avec le patient pendant la consultation, parce que c'est dans le temps que l'on crée la confiance du patient. C'est dans le temps. Ça n'est pas à la va-vite. Il faut laisser le temps au patient de parler. Et comme on est surmené d'ailleurs très souvent, et je le dis, moi, il m'arrive de couper la parole au patient pour aller plus vite. Et pourtant, il a des choses à dire. Et combien de fois, lorsque la consultation est terminée, le patient se levant, partant vers la porte de sortie, s'exclame « Ah docteur, j'aurais voulu vous dire, mais bon, je sais que vous êtes pressé, vous avez beaucoup de monde, la salle d'attente est pleine. On a peut-être loupé quelque chose là, qui n'est pas anodin, qui peut-être va nous préciser la pathologie ou donner une autre pathologie. Et c'est peut-être ce qui était le plus important, que le patient n'a pas le temps de dire. Voyez-vous ? Donc, très bien, le numérique, le fait que
nous travaillons en équipe, et ça, bien sûr, l'infirmière de pratique avancée, c'est une excellente chose, quelque part. Les réseaux azalés qui prennent en charge certaines pathologies, comme le diabète, comme l'insuffisance respiratoire, c'est très très bien. L'obésité, la diététique, pour voir si le patient n'a pas de difficulté dans le suivi de son régime, etc. Tout ça, c'est très très bien. Tout ça, c'est inclus dans le logiciel. On va le retrouver quelque part, puisqu'il y a une habilitation. Mais encore faut-il y aller. Et derrière les lignes, derrière ce qui est écrit, il y a bien autre chose. Donc, numérisation, et j'en profitais de faire une digression vers, si vous voulez, l'évolution en général de la consultation dans un cabinet. J'ai trouvé l'explication de la flamme qui peut nous animer, nous, médecins, arrivés à un certain âge. Je l'ai trouvée dans une citation plaisir, de Jean de La Bruyère, qui est un écrivain du milieu du XVIIe siècle, et qui écrit ceci, c'est toujours d'actualité. Il y a du plaisir à rencontrer les yeux, le regard bien évidemment, de celui à qui l'on vient de donner. Et je dédie cela aux patients en général. Donc je consacrerai une autre vidéo sur le santé où nous aborderons téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle nous permet, quelques exemples d'efficacité actuelle de l'intelligence artificielle et bien sûr l'avenir de l'intelligence artificielle. J'oubliais de dire que dans nos logiciels à qui on dicte la consultation, le système va ranger dans les différentes rubriques de l'observation, l'interrogation, l'examen physique, la conclusion, les décisions, de façon ordonnée, même si, dans la consultation, on est passé du coq à l'âne. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. La délégation vers les soignants, kinésithérapie, kinésithérapeute, infirmière par exemple, est une excellente chose. Elle soulage le médecin. Mais par contre, il existe un échappement de la relation pour le médecin, incontestable. Le tout est dans la bonne mesure. Ça n'est pas simple. Sans jeter bien sûr l'opprobre sur mes consoeurs et mes confrères, parce que je me prends moi-même bien entendu en défaut, et je le dis, consultation trop courte. En moyenne, je consacre 24 minutes par patient, en moyenne. C'est facile à calculer. 25 consultations en 10 heures. Une petite division, vous arrivez à 24. Mais je rentre très souvent frustré. Et très souvent, je me pose des questions sur mon attitude, en me disant, mais j'aurais dû, il aurait fallu, est-ce que j'ai bien perçu ce patient? Donc vous voyez l'évolution, si vous voulez, du système de santé, du système de soins, n'est pas tout à fait si simple. Alors il ne s'agit pas de refuser la technologie, hein, bien entendu, nous en avons besoin. Mais vous allez dire que je suis un nostalgique, je suis un vieux toubib, bien entendu, mais je vous ferai remarquer que j'ai, comme tous mes confrères, comme tous les jeunes médecins, je me suis adapté à l'évolution, et c'est pourquoi je pratique toujours. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais enfin, il y a beaucoup de confrères qui sont dans ma situation, qui ont terminé leur carrière à 65 ans et qui exercent encore au bout de 10, 15, voire peut-être 20 ans, et qui sont tout à fait à jour. Donc, vieux toubib, ok, mais on peut discuter. Je dirais finalement que la relation a tendance à se déliter progressivement. Moi, je le vois depuis l'année 73 où je me suis installé,
et ma manière de travailler en 2025. La relation s'est délitée, malgré moi, malgré nous, malgré les efforts que nous faisons. Profitant de la numérisation, les caisses d'assurance maladie entreprennent des actions de santé publique avec les médecins sur le terrain. Tout ceci, c'est signé par les syndicats, ce qu'on appelle par les conventions revues régulièrement. Je prends un exemple d'action en santé publique. Il s'agit de faire reculer le nombre de cancers du côlon, du moins les cancers du côlon graves. Donc, entre 50 ans et 74 ans, les patients sont sollicités pour faire ce qu'on appelle un hémoculte, recherche de sang dans les selles, dans les matières fécales. Pour le cancer du sein, toujours dans les mêmes âges, dans ce même créneau d'âge, est-ce que les femmes font régulièrement, et tous les 2 ans, leur mammographie? Est-ce que les patients diabétiques réalisent ce qu'on appelle ce marqueur du diabète, l'hémoglobine glyquée, tous les 3 mois et qui teste l'équilibre du diabète dans les 3 mois précédents? Puisqu'on ne se contente pas d'une prise de sang à jeun pour estimer si un diabète est bien équilibré. Voilà, il faut faire ça sur un test sur une période plus importante. Alors tout cela, il y en a bien d'autres, des actions de santé publique que le médecin doit mettre en pratique, ceci dans l'intérêt de la santé de tous les Français, si j'ose dire, mais l'action de chaque médecin intervenant dans le recul de l'ensemble des cancers, par exemple, ou dans l'équilibre des diabètes. Alors évidemment, profitant de la numérisation, on en rajoute. Tout ça, bien sûr, la numérisation permet, mais tout ça, ça prend du temps. Sur le temps réservé aux consultations du médecin. Donc quel est le temps gagné grâce à la numérisation? Bien sûr, la désertification, incontestablement, est la cause essentielle. Mais le patient, et encore là encore, les patients, là encore, doivent avoir accès à des médecins plus facilement pour assurer ce qu'on appelle la permanence des soins sur un territoire. Et donc, contrat signé aussi entre les médecins et la Caisse de sécurité sociale pour voir davantage de patients. Toujours, le temps n'étant pas élastique, dans le même temps de travail. Et Dieu sait, les médecins ont des journées chargées. En ce qui me concerne, lorsque je travaille, ma journée est de 10 heures de consultation pour 25 patients. Je ne veux pas en voir davantage. Et dans ces 25 que je vois, il y a eu des places réservées pour les urgences. Mais croyez-moi, ils sont vite meublés. Donc vous voyez que la numérisation, bien, mais on en rajoute. Je voudrais apporter justement à propos de l'intelligence artificielle, dès maintenant, dans le dossier personnel informatisé du patient, ce logiciel à qui je dicte mon observation, le système va ranger dans l'ordre l'interrogation, l'examen physique, ma conclusion, les examens que je vais programmer, tout ça dans une observation, alors que je suis passé du coq à l'âne pendant ma consultation d'un patient. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. On a enrichi une base de données d'observation de médecins généralistes, à proprement parler. Et plus cette base s'est enrichie d'observations, le travail du système permet à ce moment-là de créer un ordre de rangement de l'observation.
Voilà un bel exemple d'intelligence artificielle. Intéressez-vous à la deuxième vidéo, car nous pourrons donner des exemples, notamment dans certaines spécialités auxquelles vous aurez peut-être affaire. À bientôt.